Donc, bonjour à tout le monde. On va tout d'abord, avant qu'on rentre dans le vif de notre webinaire, comment améliorer son stock, son taux de service tout en maîtrisant ses stocks, on va rapidement se présenter. Donc, je m'appelle Stéphane Krusselman. J'ai désormais 28 ans d'expérience supply chain, dont 25 ans dans le conseil. Pour certains qui me connaissent peut-être d'une vie antérieure, c'est 22 ans au sein du cabinet Pro Conseil, qui ensuite a fusionné avec Spinpart en 2018. Donc, on peut dire 22 ans Pro Conseil, 3 ans de Spinpart, avec une forte spécialisation sur la supply chain et sur les idées du lean management. Mélanie, tu te présentes aussi? Ouais. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Mélanie, je suis consultante au sein du cabinet. J'ai 7 ans d'expérience en supply chain, aussi bien sur de l'opérationnel au sein de l'entreprise que via des missions de conseil. J'ai été certifiée à la méthode des DMRP. Pour ce webinaire, on vous propose de conserver un temps de réponse aux questions à la fin. Donc, on vous invite à poser vos questions sur le chat pendant toute la durée de la session et on y répondra idéalement à la fin. Stéphane, je te passe la main. Donc, le contenu qu'on propose avec vous, c'est tout d'abord une présentation assez rapide du cabinet Spinpart, nos expertises. Ensuite, on va un peu partir de votre problématique, de vos problématiques qui se ressemblent pas tous, mais qui ont quand même un certain nombre de points communs. Ensuite, on va essayer assez rapidement de vous présenter notre vision du DDMRP, du Demand Driven MRP, pour ensuite réserver 15 minutes à vos questions en essayant de répondre au tac le mieux qu'on peut. Donc, Spinpart, qui sommes-nous? Nous sommes cabinet spécialisé dans la transformation d'entreprise. On est aujourd'hui 80 consultants pour un chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 15 millions d'euros. Les compétences sont organisées autour de 4 pôles. Donc, un pôle ressources humaines, un pôle qui est autour de la finance et la gestion de l'entreprise, un pôle qui est autour de marketing, vente et relations clients, et bien évidemment un pôle qui est autour de manufacturing et supply chain. Là, on est dans le vif du sujet où nous sommes aujourd'hui. Comme je disais que historiquement, Spinpart actuel est issu d'une fusion entre ProConseil et le Spinpart historique. On peut dire que les secteurs d'activité que vous voyez en bas, classiquement, Spinpart était très présent dans les banques assurances, dans le public, dans le culturel, dans l'automobile, essentiellement dans la partie distribution de l'automobile, donc les réseaux de vente des constructeurs, et dans l'énergie, tandis que ProConseil a apporté à l'ensemble de l'édifice des compétences en industrie de retail, un positionnement assez marqué sur l'agroalimentaire, la santé, et aussi pas mal d'expérience dans ce qu'on appelait ici transport logistique, mais derrière le transport logistique se cache essentiellement l'industrie ferroviaire, pas mal d'industrie construction navale aussi, et un peu d'aéronautique. Voilà en quelques mots notre positionnement. Donc, le point de départ pour nous, c'est souvent les points de douleur qui sont ciblés par la méthodologie DDMRP, comme avec d'autres méthodologies. Donc, basiquement, on est toujours face à une difficulté par rapport à la manque de performance délivrée en termes d'un côté de taux de service, donc la disponibilité de nos produits pour les clients. D'autre part, l'immobilisation financière, donc le coût du stock qu'on doit supporter pour pouvoir être réactif face aux demandes de clients. Entre ces deux éléments, il y a un méchant arbitre qui est le délai, parce que si tous les articles étaient disponibles en claquant les mains, en téléchargeant, toutes ces problématiques se poseraient d'une façon beaucoup moins pineuse et sera facile à gérer. Quels sont les leviers qu'on peut activer? Classiquement, premier levier, je commence avec le levier au centre. C'est une préoccupation de beaucoup d'entreprises. On essaye de s'affranchir un peu de la dépendance de prévision à la référence. Donc, on sait que les prévisions
même s'ils sont indispensables aujourd'hui, sont toujours fausses et en étant très dépendant des prévisions, on alimente tous les systèmes de planification avec une donnée d'entrée qui est déjà pour le moins douteuse. Deuxième élément est très important aussi, c'est plutôt dans le ici et maintenant, avoir à tout moment une visibilité impeccable sur la situation de mes stocks, ce qui est loin d'être acquis dans notre monde actuel, dominé par la méthode MRP classique. Et finalement, on voit aussi que des produits ne se gèrent pas pendant toute leur vie de la même façon, donc il y a un vrai besoin de piloter le cycle de vie entre les phases de croissance, entre les phases où on est plutôt en stabilisation et les phases de décroissance. Des difficultés qui sont assez récurrentes dans l'entreprise. On a prévu de vous donner la parole à travers d'un petit sondage maintenant, juste pour pondérer un peu vos points de douleur à vous, pour voir qu'est-ce qui est dominant chez vous. Donc, vous êtes normalement en mesure de répondre en cliquant sur les réponses proposées. La collecte des réponses est en cours. On a 80% de réponses. Je pense qu'on va clôturer le sondage. Voilà, je partage les résultats. Oui, donc sans surprise, les prévisions sont toujours un facteur de souci assez considérable. Suivi par le souci, on a le sentiment d'avoir trop de stock, sans doute. Les ruptures, le processus de réapprovisionnement qui est souvent très time consuming, et finalement le taux de service est cette fois-ci tombé sur la dernière place. Bon, mais tout ça c'est une question de perspective et qu'on va voir par la suite. Quand on parle de cette approche des DMRP, on est essentiellement dans une démarche qui permet à repositionner d'une façon plus favorable l'équilibre entre la disponibilité d'une part et l'investissement dans les stocks d'autre part. Donc, ce que vous voyez ici, on a dans le MRP classique, le système dominant dans la très grosse majorité de l'entreprise en place, et souvent bien incorporé par les ERP, c'est que la planification est alimentée avec une donnée de base qui est déjà douteuse, qui est déjà discutable, qui sont des prévisions à la référence. Ces prévisions, on sait tous qu'ils sont loin d'être certaines, donc on construit tout le système via un réseau de planification qui est assez rigide entre les produits finis, les sous-ensembles et les éléments, les composants, avec des hypothèses de départ qui sont toujours déjà un peu discutables, ce qui fait que les erreurs et les chocs se propagent assez facilement dans l'ensemble du système. Le deuxième point qui nous fait souvent souffrir, c'est que on a géré beaucoup d'alertes, mais notre système est fait d'une façon qu'il va faire des calculs de besoins et le moment qu'un besoin net apparaît, il va nous alerter. Sauf que on n'a pas 1, 2, 3 alertes à gérer, mais souvent des centaines d'alertes sans avoir une possibilité de bien les prioriser, de bien hiérarchiser les choses qui sont très importantes, qui sont urgentes et d'autres choses qui sont peut-être un peu moins importantes, mais qui sont toujours importantes. Donc, on s'y perd un peu dans cette priorisation. Et finalement, la réaction de beaucoup d'entreprises, c'est que on connaît bien la démarche périodique plutôt en fin d'année quand on se regarde un peu dans les yeux pour baisser les stocks. Et ça marche, mais en début d'année, on est réveillé par les ruptures. On est souvent obligé de remettre une couche. Donc, en augmentant les stocks de sécurité, on a encore plus de stocks. Ce que vous voyez, c'est souvent le résultat qu'on voit
dans le schéma à droite, Mélanie, si tu peux me montrer avec le curseur. Donc, on a à gauche, on a le nombre de références qui ont trop peu de stock. Et à droite, on a le nombre de références qui ont beaucoup de stock. Et malheureusement, ce qu'on voit souvent, qu'on a deux pics, une jolie distribution bimodale. On a à peu près autant de références, on est plutôt en situation de stock très juste, voire en rupture. Et de l'autre côté, il y a tout autant de références, on est plutôt en situation de surstock. Malheureusement, c'est pas comme rien que sur le plan financier, ça se neutralise. Par contre, sur le point logistique, le résultat est plutôt le contraire, hein. On pèse d'un côté, on porte les surstocks qui ne servent à rien, et de l'autre côté, on est quand même exposé aux ruptures qui nous font perdre des ventes, perdre le service, donc ils sont très pénalisants pour l'entreprise. Mélanie, tu peux switcher sur la suite. Voilà, alors on va maintenant vous parler de la méthode DDMRP. Donc, c'est une méthodologie complète de planification et d'exécution qui permet de piloter la supply chain par la demande client. Cette méthode se décline en 5 étapes. Il y a d'abord une phase de conception du modèle qui permettra de créer un système robuste. Puis, il y a une phase d'application qui permettra de gérer les opérations au quotidien. La première étape, c'est le positionnement des buffers, ces stocks stratégiques qui servent de point de découplage au sein de la supply chain. C'est une étape où est défini le modèle de fonctionnement cible à partir des flux, des délais clients attendus, des étapes qui nécessitent un amortisseur et des leviers identifiés dans les nomenclatures. À partir de là, des buffers sont positionnés. Et c'est le positionnement de ces buffers qui va permettre de protéger le flux des différentes sources de variabilité qui se propagent habituellement dans un système MRP. La seconde étape, c'est le dimensionnement de chaque zone de buffer. Le buffer, il se décompose en 3 zones. La zone verte détermine la fréquence de réapprovisionnement du buffer. Plus les minimums de commandes sont importants, plus la zone verte est grande. La zone jaune couvre la consommation sur le délai d'approvisionnement de fabrication ou de distribution. Ce délai, c'est en fait un délai découplé, c'est-à-dire le délai entre 2 buffers. Plus le délai de production ou d'approvisionnement est long, plus cette zone jaune sera grande. La consommation, à ce stade, est calculée soit à partir de l'historique, soit à partir des prévisions. La zone rouge, quant à elle, dimensionne la sécurité, c'est-à-dire qu'elle correspond à la variabilité de la demande ou aux incertitudes qui sont liées aux approvisionnements ou à votre production. Plus l'insécurité est forte et plus la zone rouge est importante. Ce buffer, c'est vraiment le cœur du réacteur de la méthode DDMRP. La troisième étape, c'est l'ajustement de ces buffers en fonction des événements qui vont l'impacter. Par exemple, la fermeture d'un fournisseur ou l'arrivée d'une opération commerciale doivent être anticipées et on va ajuster ce buffer pour qu'il puisse réagir à la demande. Enfin, dans l'application, dans la deuxième étape, on a une quatrième étape qui est la planification des ordres de réapprovisionnement. Et c'est là où le buffer intègre un système d'interprétation de la demande. Le buffer intègre une équation de flux disponible qui permet de fournir tous les jours des recommandations d'ordre à lancer qui prendra en compte la demande considérée fiable au jour J. C'est ici une différence clé parce que le déclenchement n'est donc pas fait à partir des prévisions, mais bien à partir de la consommation réelle de ces buffers. Ici, tant qu'on est dans le vert, pas besoin d'approvisionner. Lorsqu'on passe dans le jaune, il faut lancer un ordre de réapprovisionnement. Et lorsqu'on est dans le rouge, on est presque dans une zone de danger. Il faut très rapidement déclencher un approvisionnement et porter une surveillance. Le mécanisme du buffer doit permettre au stock de toujours se situer dans sa zone optimale, c'est-à-dire ni trop en stock, ni trop peu. La cinquième étape, c'est l'exécution des ordres qui ont été planifiés. C'est-à-dire que ici, les ordres vont être priorisés en fonction de la disponibilité réelle des stocks. Et plutôt que de faire un calcul en fonction des dates qui ont été demandées,
de faire une criticité par rapport aux besoins réels des stocks. Ici, ces deux dernières étapes, elles permettent un pilotage qui est visuel à travers le code couleur, mais également le pourcentage qui représente la consommation des buffers. Et à contrario du système MRP classique qui génère des alertes sans les qualifier, ici les alertes seront triées par ordre de priorité, ce qui permet au planificateur de savoir sur quels ordres se concentrer. Donc, si on veut résumer les points qui changent vraiment profondément par rapport à notre MRP classique, pour nous, c'est essentiellement 3 points qui apportent une vraie valeur ajoutée, une vraie création de valeur. Le premier point, comme Mélanie disait, on va plus déclencher les décisions d'approvisionnement détaillées, donc les décisions de fabriquer ou les décisions d'acheter. On va plus les déclencher sur la demande prévisionnelle. On va la déclencher sur les demandes réelles du client. Cela ne veut pas dire qu'on va jeter par-dessus bord toutes les prévisions, toute anticipation. Bien au contraire, pour dimensionner correctement nos zones de stock, nos fameux buffers, on en a besoin de cette information prévisionnelle. Mais vous voyez bien qu'il y a une distinction entre la préparation, donc le dimensionnement, et le déclenchement, l'exécution qui est plus marquée, qui est plus propre et qui nous affranchit de notre dépendance de la prévision à la référence. Le deuxième point très important aussi, on avait vu qu'on utilise ces fameux buffers qui sont rien d'autre que des amortisseurs qui ont pour but de donner un peu de jeu, de donner un peu de découplage entre les différents éléments d'un réseau de planification. Ce réseau de planification, comme déjà dit, implique d'un côté les produits finis, mais d'autre part aussi des semi-finis et des composants. Le but, c'est qu'une perturbation sur un élément, sur un sous-ensemble, sur un composant, ne va plus nous obliger à changer la totalité de l'édifice de planification, mais qu'il y a un certain jeu. J'aime bien l'analogie de la construction d'infrastructures. Quand on construit un pont, on va poser le tablier de pont sur les piliers avec un certain jeu pour qu'il puisse s'adapter à la dilatation de matériel en fonction des variations de température. C'est un peu la même image que ces buffers, ces amortisseurs ont le rôle d'établir un certain jeu entre les différents étages de planification pour que les chocs, les perturbations se propagent moins dans l'ensemble du système. Et finalement, il y a un troisième élément qui est tout aussi important. Et là encore, je vais utiliser une image qui est assez parlante. Vous avez, je pense, quasiment tous permis de conduire et vous avez l'habitude de conduire. Dans une voiture, il faut piloter le niveau d'essence, bien évidemment. Imaginez de conduire une voiture qui n'a que le témoin de panne d'essence habituelle. On sait tous que ça déclenche peu à 50 km avant la panne sèche. Mais si vous êtes alerté à 50 km qu'il faut vraiment faire le plein, il y a des fortes chances que vous soyez quand même obligé de faire un petit détour pour trouver une pompe au bon moment. Donc, on est perturbé, on fait un petit détour pour être ravitaillé en essence au bon moment. En revanche, si on avait, comme en DDMRP, une sorte de jauge assez fiable qui montre l'état de stock en permanence avec, entre guillemets, les kilomètres qui restent sous le capot, on est beaucoup plus serein, on est beaucoup plus en mesure d'anticiper correctement ces actions d'approvisionnement. Est-ce que vous voyez ce qui est tout petit dans le dessin? Donc, il y a non seulement un code couleur qui va formaliser en simplifiant en bleu, on en a trop, vert, on est bon, pas d'action nécessaire, jaune, il faut commencer à réapprovisionner, rouge, on est dans l'urgence réapprovisionner. En plus de ça, vous avez même un pourcentage qui donne dans la continuité un positionnement et une priorisation assez subtile entre les actions que l'approvisionneur et le pilote de production a à prendre. Donc, on est dans une situation, on est beaucoup plus à l'aise à prioriser entre tout ce qu'on doit faire. Inutile à dire que quand vous conduisez votre voiture, vous avez bien une seule voiture à piloter. Or, notre approvisionneur, des fois, il a des centaines de références à gérer.
vous voyez bien le souci. Ça peut lui causer de ne pas avoir cette visibilité. Donc là, il y a un vrai atout, une vraie innovation de la méthode DDMRP. Alors maintenant, s'engager dans une transformation DDMRP, c'est quand même se confronter à plusieurs écueils. Ce qu'on a pu observer dans nos expériences chez nos clients et en étudiant la méthode, c'est que premièrement, il y a des positions de stock qui peuvent être à réévaluer, voire à créer selon les objectifs de l'entreprise. Le niveau des stocks des articles identifiés comme trop souvent en zone de danger sera à augmenter, tandis que ceux qui sont en surstock, donc les bleus, il faudra attendre leur écoulement. Donc, ça peut engendrer temporairement une augmentation du niveau de stock avant que tous les articles trouvent leur zone de confort. Deuxièmement, en donnant la priorité au flux, il faudra revoir les minimums de commandes. Et en diminuant les minimums de commandes, les prix de revient peuvent augmenter. Mais c'est la garantie de ne pas consommer des ressources inutilement ou d'immobiliser du stock. Troisièmement, le rôle du planificateur évolue, puisqu'il va maintenant se focaliser sur des situations à risque, détecter les variations de la demande et ajuster ses buffers. Par ailleurs, ce planificateur, il va devoir utiliser un nouvel outil, travailler avec une nouvelle méthode, et il peut y avoir un sentiment d'insécurité si le collaborateur n'est pas accompagné dans cette transformation, puisque les décisions qu'il va prendre demain ne seront pas forcément les décisions qu'il aurait prises aujourd'hui. Quatrièmement, cette transformation a un impact au-delà de la supply chain. Le commerce et la finance doivent s'aligner sur cette notion de flux. Et enfin, pour que ce modèle soit robuste, il faut mettre en place des processus et de surveillance et d'ajustement des buffers dans le cadre du plan industriel et commercial pour améliorer systématiquement la pertinence des paramétrages, puisque les premiers paramétrages qui seront renseignés seront à améliorer au fur et à mesure qu'on maîtrisera la méthode. Cette activité sera d'autant plus facilitée que c'est une méthode qui permet d'homogénéiser les pratiques entre les différents approvisionneurs, que le planificateur d'ailleurs s'occupe de matières premières, de lancement de production ou de distribution, les codes sont les mêmes. Ce qui veut dire que l'entreprise est capable de partager autour d'un même langage et peut donc collaborer plus facilement, ce qui évite l'effet boîte noire. Voilà, donc il faut donc mener une réflexion sur ces différents sujets de manière à trouver l'équilibre. Donc, tout cela pour dire qu'on a une forte conviction que notre approche de l'MRP peut être très, très intéressante pour agir sur cet équilibre fragile qui pose toujours difficulté dans les entreprises entre le stock d'une part et la disponibilité des composants d'autre part. Donc, premièrement, parce qu'on a un formidable accélérateur de flux qui va en permanence ajuster le stock au flux et pas le flux au stock, hein, comme on a malheureusement l'habitude à le faire dans le DMRP classique. Le deuxième élément, et ça, c'est pour l'avoir vécu très, très fréquemment dans les entreprises, le poste du planificateur, un poste qui est énormément envahi par du stress, par la complexité, par souvent une sorte de perte de contrôle qui peut aller jusqu'au burn-out de ces personnes-là. Et comme on l'a dit, effectivement, ça entraîne un certain changement pour eux. Mais en général, le retour qu'on a après avoir fait le voyage vers un système DDMRP, qu'est-ce qu'on gagne en sérénité et en réduction de stress? Parce qu'on a une vision beaucoup améliorée, beaucoup plus claire des priorités. On a même la capacité d'ajuster la ressource rare qui est le planificateur en capacité finie. En disant que si je peux me consacrer 2 heures par jour, par exemple, pour traiter mes alertes, je traite les alertes correspondant aux 2 heures qui sont les plus importantes, en ignorant peut-être quelques-unes qui ne sont pas sorties de ce lot les plus importants. Là où en MRP classique, j'ai une liste de 300 alertes et j'ai aucune information synthétique si un des alertes est plus important que l'autre. Donc, je tape dans le tas sans pouvoir forcément gérer le tout. Troisième élément qui est très important, et je pense que tous ceux qui ont travaillé avec des ERP modernes connaissent bien la problématique, nos ERP étant très ouverts, très adaptables,
il propose des multitudes de méthodes d'approvisionnement, des méthodes de pilotage des stocks, ce qui fait qu'en général, on est face à une belle divergence au sein de la même entreprise parce qu'en fonction de l'approvisionneur, en fonction de la BU, en fonction du service, les méthodes peuvent être assez divergentes et sont parfaitement paramétrables, comme on nous dit toujours, comme grand avantage. La difficulté, c'est difficile d'homogénéiser et de faire converger le travail. Et là, DDMRP a un apport majeur parce qu'on va converger vers un langage et quelques règles qui sont en somme assez simples à suivre et qui permettent de travailler tous dans le même sens. Et finalement, parlons un peu de système IT. Effectivement, tout ce qu'on est en train de faire a un impact sur les systèmes qu'on utilise, sur la transformation digitale. Et aujourd'hui, tous les intégrateurs et tous les éditeurs ont compris l'intérêt de la méthode. Donc, ils proposent des adaptations de leurs modules qui permettent à fonctionner en mode natif avec les principes du DDMRP. Et il y a un certain nombre de pure players qui sont apparus sur le marché qui proposent aussi des modules qui sont parfaitement interfacés avec les ERP connus. Ce qui fait que là où souvent dans notre MRP classique, on ne peut pas seulement se reposer sur l'outil, on a toute une flambée d'Excel qui nous donne quelques éléments complémentaires pour prendre des décisions dans la souffrance. Ici, on a souvent un système qui est beaucoup plus homogène, beaucoup plus convergent et qui est complètement traité par des modules qui sont beaucoup plus faciles et beaucoup plus rapides à mettre en œuvre que les ERP classiques. C'est pour ça qu'on dit, en général, hein, on arrive à améliorer cet équilibre. Un peu la valeur d'expérience que nous avons, c'est à un niveau de service identique qu'on peut faire avec 10 à 30% de stock en main, mais on peut aussi prendre la décision d'améliorer les services s'il y a des enjeux plutôt sur ce côté-là. Dans ce cas-là, on renonce à un peu de cette réduction de stock. Mais c'est aussi important d'avoir en tête cet équilibre qui donne un potentiel qu'il faut bien utiliser dans l'intérêt stratégique de l'entreprise. Mélanie, la suite. Alors, nos expériences en supply chain, dans les projets de DDMRP aussi, nous conduisent à vous recommander une approche par étapes. D'abord, une première phase où vous allez être sensibilisé au concept de la méthode. Et là, l'idée, c'est de comprendre si le DDMRP peut ou non améliorer votre performance. Ici, on simule vos gains en rejouant votre activité à partir de vos données sur une période pour voir quels auraient été les résultats en DDMRP. Cette simulation démontrera s'il y a des gains en termes d'amélioration du taux de service ou un impact sur le niveau de stock. C'est une phase qui est assez rapide et qui vous permet de vous décider à lancer un pilote. Ensuite, vous engagez un projet pilote. Donc d'abord, il faudra sélectionner un périmètre qui soit pertinent. Il peut être petit, voire très petit, mais représentatif. À titre d'exemple, le dernier client que nous avons accompagné a choisi de lancer un pilote sur 5 références, mais a pu déployer sur 40 usines, ce qui permet aux planificateurs de bien appréhender la méthode sur un périmètre restreint et donc de bien s'approprier les choses. Ça facilite l'intégration par les équipes. Il faudra également former vos équipes pour qu'elles comprennent la logique des zones de buffer, leur mode de calcul et de mise à jour, et savoir identifier quels sont les ajustements à mettre en place en fonction des événements. Cette formation, elle dure 2 jours. Il y a plusieurs types de formations selon que ce soit pour les planificateurs ou que ce soit pour les leaders. Et il y a également la possibilité de réaliser chez vous un serious game avec l'ensemble de vos équipes pour comprendre rapidement les effets du DDMRP. Ensuite, vous faites l'expérience dans votre secteur pendant quelques mois. L'idée là sera d'intégrer les points clés de la méthode comme le déclenchement des signaux de réapprovisionnement à partir de l'équation de flux disponible, la détection des commandes exceptionnelles et le remplacement de la logique conventionnelle du programme directeur de production par un flux piloté par la demande client. Les équipes ici se familiarisent aussi avec ce pilotage par exception et se concentrent sur les priorités. Dans cette phase, nous pouvons vous accompagner sur le plan opérationnel, c'est-à-dire quotidiennement accompagner vos équipes, et nous pouvons faire des points d'étape
pour identifier quels sont les points de blocage. Si votre pilote est concluant, vous pouvez agrandir à l'ensemble des produits et à l'ensemble des périmètres. Si vous aviez commencé par juste le périmètre d'approvisionnement, vous pouvez également lancer la production et la distribution. Et à ce stade, il est souhaitable que vous constituiez une équipe de leaders internes qui soit en capacité de prendre le relais des équipes de conseil pour intégrer la méthode au sein de votre entreprise. Enfin, vous pouvez aller jusqu'à la transformation en profondeur de votre entreprise en faisant évoluer vos instances de pilotage à horizon tactique et stratégique. Donc, juste pour conclure un peu sur ce qu'on vient de voir, hein, on a un système opérationnel qui fonctionne selon des règles qui lui sont propres, mais qui sont en somme assez faciles à comprendre, assez faciles à partager avec les équipes. Ensuite, pour aller un peu plus loin dans le voyage, on va aller profondément interférer aussi avec la façon de planifier à plus long terme. Donc ça, c'est un sujet tout à fait intéressant et à part parce que l'expérience montre que ce que nous faisons dans les entreprises en termes de Sales Operations Planning ou plan industriel et commercial utilise assez mal le potentiel de cette instance qui devrait permettre à l'entreprise de se projeter plus loin en améliorant la visibilité pour l'ensemble de l'activité. Donc, un SNOP type DDMRP, il est beaucoup plus bidirectionnel, il est beaucoup plus dynamique, il va aller dans les deux sens. Donc, il va d'une part décliner la stratégie, mais d'autre part aussi travailler dans l'autre sens pour prendre des retours tactiques et opérationnels pour inspirer l'évolution et le développement de la stratégie.